sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, thérapeute, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode où on va parler de communication non violente, mais on va aller plus loin que ça, parce qu'on va notamment faire le pont entre tous ces outils qui sont évidemment très utiles à l'échelle individuelle, la communication non violente, l'analyse transactionnelle, etc. Tout ce qui peut nous aider à tout simplement avoir une meilleure communication, à entretenir de meilleures relations, mais aussi faire les liens avec l'échelle, on va dire, plus collective, parce que ces outils, ils ne nous servent pas qu'à l'échelle individuelle, et que de toute façon, l'individuel, c'est jamais complètement décorrélé du collectif. Donc aujourd'hui, on va parler de communication non violente, on va parler d'une manière plus générale du fait de cette notion que la paix, la non-violence, ça s'apprend. C'est pas un truc inné, c'est pas t'es pas né avec le gène de la communication non violente, ça s'apprend, et ça demande surtout beaucoup, avant d'apprendre des protocoles de CNV ou d'analyse transactionnelle ou quoi que ce soit, ça demande déjà tout un travail de déconstruction. Parce que si la paix, ça s'apprend, eh bien, figure-toi que la violence aussi, de fait, et que nous avons appris toute notre enfance, notre adolescence, notre âge adulte, et nos parents avant nous, nos grands-parents avant nous, nos arrière-grands-parents avant nous, ont appris des rapports de force. Donc généralement, la plupart d'entre nous, nous avons grandi dans des systèmes familiaux, dans des systèmes scolaires et dans des systèmes nationaux, politiques, culturels, etc., qui sont basés sur des rapports de force et sur des rapports de domination. Je pense que tu as déjà entendu 20 000 fois, que tu as peut-être dit toi aussi 20 000 fois. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup par exemple dans les relations amoureuses, ce rapport de force s'il a mis 2 jours à t'écrire, alors tu dois attendre 4 jours pour lui répondre. Si ton client, il a négocié 20%, alors fais attention parce que ça veut dire qu'il va commencer à casser les pieds, je sais pas quoi. Bref, on a appris ce prisme, ce filtre du rapport de force, des rapports de domination, et que les rapports sont vite, entre humains, calculés, méthodiques, anticipés, stratégiques, et possiblement des rapports de force, voire, dans le pire des cas, des rapports violents. Alors, cette phrase de la paix, ça s'apprend, c'est une... je paraphrase un petit peu ici Thomas Dansembourg, peut-être qu'il y en a parmi vous qui le connaissent, qui est un thérapeute qui est devenu belge, qui est devenu très très connu sur les enjeux de communication non violente, qui s'est formé avec le fondateur, Rosenberg. Donc, c'est pas de moi, cette formulation, la paix, ça s'apprend, mais je trouve qu'elle dit beaucoup de choses, cette formulation. On peut passer très rapidement comme ça, en disant oui, ok, la paix, ça s'apprend, mais si on prend quelques minutes, ce que tu fais là dans cet épisode, pour réfléchir au fait que, effectivement, la communication non violente, ça s'apprend. L'analyse transactionnelle, ou peu importe les outils que tu veux utiliser, ça s'apprend. Celles et ceux qui ont été accompagnés en coaching avec moi, ou celles et ceux qui font partie de ma formation sur la posture, vous le savez que ça s'apprend, puisque on y passe, on y repasse, on y re-repasse, et ça demande de déconstruire beaucoup de mécanismes. Déjà, ça demande de prendre conscience de beaucoup de mécanismes, ensuite de déconstruire tous ces anciens mécanismes pour petit à petit les remplacer par de nouveaux réflexes, par de nouvelles manières de communiquer, et c'est pas si simple. Malheureusement, souvent la communication non violente, elle est réduite au protocole de situation, émotion, besoin, demande, ce qui est un bon protocole et qui est une bonne trame, bien entendu, mais il ne s'agit pas d'arriver à ce truc-là et d'appliquer ce protocole comme ça de but en blanc si on n'a pas fait toute la déconstruction qui se passe avant. Parce qu'un exemple très concret qui pourrait se passer, c'est que si je n'ai pas déconstruit dans ma tête les rapports de force et les rapports de domination, en fait, je vais probablement formuler une demande à l'autre qui se veut en fait irréfutable. Et en fait, une demande qui n'est pas refusable, ça n'a plus rien d'une demande, c'est un ordre, en fait. Donc, il ne s'agit pas juste de prendre des protocoles de communication non violente ou des protocoles d'analyse transactionnelle et puis de les calquer comme ça sur nos schémas ou nos fonctionnements existants. Ça demande au préalable d'avoir identifié, d'avoir pris conscience et d'avoir déconstruit un bon paquet de ces fonctionnements. Ça, déjà, c'est un sacré travail courageux qui prend du temps, qui prend de l'énergie et qui va amener ensuite à la deuxième phase qui est de construire
une nouvelle communication et une nouvelle manière de s'exprimer, de dialoguer avec l'autre. Mais pour que cette nouvelle manière de communiquer, cette nouvelle manière de s'exprimer avec l'autre, pour qu'elle soit possible, il faut que déjà on ait changé notre référentiel, qu'on ait changé notre prisme et qu'on arrête de concevoir les rapports avec l'autre comme des rapports de force, mais que petit à petit, on avance pour les remplacer par des rapports de collaboration. Au même titre que enfant, et j'en ai déjà parlé environ 45 000 fois dans ce podcast, dans mes masterclass, dans les formations en coaching, etc. On apprend les jeux psychologiques du sauveur, de la position victimaire, du persécuteur. Eh bien, à l'inverse, venir dans des positions d'adulte, au sens transactionnel de la chose, ça s'apprend. Muter de rapports de force, de rapports conflictuels, de rapports de compétition, de rapports de domination à des rapports de collaboration, ça s'apprend. Et c'est d'autant plus difficile qu'évidemment ça demande grande déconstruction de plein de choses, mais aussi que tu peux des fois passer un petit peu pour un illuminé. C'est-à-dire que quand tu débarques dans un milieu, si toi tu as fait tout ce travail-là sur toi, ou si tu as la chance de l'avoir appris enfant, mais si tu as fait tout ce travail-là sur toi pour entretenir des rapports de collaboration, si tu débarques dans un groupe, je sais pas moi, d'amis, de collègues de boulot, que sais-je, qui est pas habitué à ça, généralement on passe un petit peu pour des bisounours. Et c'est là qu'il faut rappeler que si la non-violence, ça s'apprend, et si la paix, ça s'apprend, la non-violence, ça n'est pas la non-colère. Et que toutes les protocoles, etc., de communication non-violente, d'analyse transactionnelle, etc., ne visent certainement pas à nier les émotions, à minimiser les émotions, voire à inhiber et à ne plus du tout exprimer, notamment les émotions négatives, et plus particulièrement la colère. La non-violence, c'est pas la non-colère. Petit rappel comme ça. Donc, tout ça pour dire que, au lieu, comme nous l'avons la plupart du temps appris, d'aller tout de suite, tac, au rapport de force, par exemple, avec ton colocataire. Que ce soit un colocataire amical ou amoureux, on s'en fiche. Un parent, un enfant, peu importe, admettons, tu partages ton logement avec un autre être humain. Nécessairement, il y a plein de moments de la vie quotidienne où nos besoins respectifs rentrent en conflit. Parce que peut-être que moi, j'ai besoin d'ordre, j'ai besoin de clarté dans mon environnement extérieur, et ça tape sur ton besoin à toi. Parce que peut-être que toi, en ce moment, tu as besoin de, je ne sais pas moi, de création, d'expansion, et donc tu mets du bazar partout avec ton matériel de peinture, et ça tape sur mon besoin à moi qui est un besoin d'ordre. Le rapport tel qu'on l'a appris la plupart du temps de domination, de confrontation, le rapport de force, c'est on y va, bim, frontal, front contre front, c'est le cas de le dire, et on va voir qui va céder. La plupart du temps, évidemment, ça se manifeste dans des jeux psychologiques, par exemple. Dans cet exemple-là, ça pourrait être de persécuteur à persécuteur ou de persécuteur à victime, par exemple. Et donc, on va rentrer dans un jeu psychologique parce qu'en fait, on n'arrive pas à identifier, on n'a pas appris la plupart du temps, à identifier le besoin qu'il y a derrière, à exprimer ce besoin et à formuler une demande dans un rapport de collaboration. Donc, ça va être la guerre, on va se disputer. Je vais te répéter 100 fois que tu es pénible et que tu es bordélique et que tu ne m'écoutes pas et que, bon, bref, tu vois, le tu qui tue, comme on dit souvent en communication non violente. Et l'autre en face, légitimement, on va dire, mais comment ça? Mais c'est toi qui es maniaque, c'est toi qui es chiant, c'est toi qui me laisse pas faire ma vie, c'est toi qui m'étouffe, c'est toi qui m'empêche de vivre ma vie, de faire ce que je veux. Et donc, voilà, non seulement un rapport de force, un conflit, personne au final n'a réponse à son besoin, ça crée des tensions, et chacun s'est déresponsabilisé en disant c'est pas moi, c'est toi. C'est toi qui es bordélique, non, c'est toi qui es maniaque, c'est toi qui m'écoutes pas quand je te demande de ranger, mais c'est toi qui m'empêche de faire ma vie d'artiste, et au final, on ne s'est pas écouté. Arriver à un rapport de collaboration et à une situation de paix, ça demande des efforts, c'est du travail, ça s'apprend. Ça s'apprend de pouvoir dire, en fait, moi j'ai ce besoin-là, et il me semble que toi tu as ce besoin-là, c'est ça que tu essayes de m'exprimer, oui, c'est ça, d'accord. Et nous voilà dans une situation compliquée parce que nos deux besoins s'opposent, est-ce qu'on peut en discuter, ou est-ce qu'on peut trouver un espace de compromis, où chacun va faire un pas l'un vers l'autre pour venir dans un espace commun, dans un monde commun. Et dans ce monde commun où tous les besoins sont pris en compte, sont discutés, ça veut pas dire qu'ils sont tous satisfaits à 100% tout le temps, ça c'est probablement utopique, mais nous voici d'un coup dans un rapport de collaboration. C'est-à-dire, je reconnais en toi que tu es un autre être humain, et donc je reconnais en toi que toi aussi tu as des besoins, qui sont sûrement d'ailleurs pas très différents des miens. Peut-être que là, à l'instant T, nous avons des besoins différents, mais ton besoin de création, ton besoin de vitalité, de mettre des affaires partout, je le comprends. Parce que moi aussi je peux l'avoir, peut-être d'une autre manière, peut-être que moi c'est dans ma tête, que c'est le bazar, peut-être que moi je suis quelqu'un de très éparpillé dans ma tête, qui a toujours 20 000 sujets, 20 000 idées, et donc quelque part, y a quelque chose en moi aussi qui est bordélique, comme je te reproche de l'être. Et moi, j'ai un besoin d'ordre, et il est tout aussi important et tout aussi respectable, mais je suis sûre que tu peux le reconnaître en moi, ce besoin d'ordre, parce que toi aussi, tu dois l'avoir quelque part. Peut-être que toi, tu es bordélique dans la matière, mais peut-être que dans tes relations, tu es quelqu'un de très cadré, très précis, et les choses sont tac-tac, c'est comme ça, petit 1, petit 2, petit 3. Et donc,
En tant qu'humains, nous avons tous les mêmes besoins. Pas tous au même moment, pas tous de la même intensité, pas tous exprimés de la même manière, mais nous avons un socle de besoins. Thomas Dansembourg, il prend la métaphore d'une nappe phréatique à laquelle nous sommes tous connectés. Une très bonne métaphore. Il y a un socle de besoins que nous partageons tous en tant qu'humains. Nous avons tous besoin de reconnaissance. Nous avons tous besoin d'appartenance. Nous avons tous besoin de valorisation. Nous avons tous besoin d'intégration, etc., etc. C'est des besoins notamment que je discute aussi dans le chapitre de mon livre qui est consacré aux besoins et où d'ailleurs je cite plusieurs fois Thomas Dansembourg sur ces sujets-là. Parenthèse, on te met dans la description les liens pour commander ce livre, Transforme ta vie d'entrepreneur. 18 chapitres qui balayent 18 grands sujets des thématiques bien-être des entrepreneurs. On te met les liens dans la description si tu veux le commander. J'en reviens à mon histoire. Si, au lieu de rentrer, bam, direct au rapport de force, c'est toi. C'est toi le problème, c'est toi qui es bordélique, c'est toi qui as tort, c'est toi qui m'écoutes pas, c'est toi. Si j'arrive à rentrer dans un rapport de collaboration, c'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose qui m'agace, tu sais, parce que vraiment, je t'en ai parlé plusieurs fois, et là, vraiment, ça me met en colère. J'ai vraiment besoin qu'on trouve une solution. Et je te tends la main, on se serre la main. Je te tends la main pour qu'on s'assied tous les deux à table et qu'on discute ensemble et qu'on arrive à un terrain commun. Et ce terrain commun, il n'est possible que si nous avons visé des rapports de collaboration. Il n'est possible que si chacun prend la responsabilité de son individualité, de son intégrité et de son territoire psychique, c'est-à-dire quels sont mes besoins, mes émotions, mes responsabilités, mes valeurs, blablabla, blablabla. Et une fois que j'ai fait ce travail-là, je peux effectivement tendre la main à l'autre et en disant voilà ce qui se passe pour moi, voilà comment moi, ça me fait vivre les choses, voilà ce que moi je ressens, voilà comment je me sens traitée, voilà mes besoins, etc., etc. Et de pouvoir formuler une demande à l'autre, ou tout du moins d'exprimer le besoin, c'est déjà beaucoup, et pourquoi pas de formuler une demande ou de poser une limite. Demande, parenthèse, je le rappelle, une demande est forcément refusable et elle doit être réaliste. Parce que si elle n'est pas réaliste, on n'est pas dans une demande adulte. Et si elle n'est pas refusable, c'est un ordre. Petite parenthèse fermée. Et donc à partir de là, si chacun s'assied à table avec cette idée de « je tiens à mon besoin », c'est pas le sujet. Je ne vais pas me mettre en sauveur, je ne vais pas renier mes besoins. Mais par contre, je me rends disponible à t'écouter et à écouter ton besoin parce qu'on n'est pas si différents. Toi et moi, on a les mêmes besoins. Encore une fois, pas exprimés de la même manière et pas au même moment, etc. Mais nous sommes deux êtres humains, donc nous avons les mêmes besoins. Donc je me mets à table, je me tais et je t'écoute. Et je t'écoute vraiment. Je reformule ce que tu me dis pour être sûr d'avoir compris. Moi, ce que j'ai compris quand tu m'as dit ça, c'est que tu avais besoin en ce moment d'avoir beaucoup de temps pour la création et donc ça te demande un petit peu de t'étaler. Je crois que peut-être en ce moment tu as besoin de créer, peut-être qu'il y a un besoin de performance pour toi au travail, quelque chose comme ça. Oui, voilà, c'est ça que je veux te dire. Ok. Et donc là, on arrive déjà à se comprendre plutôt que de tout de suite, bim, rentrer en rapport de force en me disant non, c'est moi, non, c'est toi, blablabla. Et ce rapport de collaboration-là, il est le préambule nécessaire et indispensable à ce que nous faisions monde commun. Que ce soit à l'échelle de la cellule du logement, comme je viens de prendre cet exemple-là avec un colocataire, que ce soit un colocataire amical, amoureux, familial, que sais-je. Que ce soit à l'échelle du travail, par exemple, avec tes clients, avec tes confrères, consoeurs, concurrents, que sais-je. C'est le cas avec les concurrents, par exemple. C'est-à-dire que si on y va à la confrontation, c'est toujours la question de la loi du plus fort. C'est-à-dire que celui qui va gagner la partie est celui qui est le plus avantagé sur le marché, celui qui fait le plus grand chiffre d'affaires, celui qui a la plus grande communauté réseaux sociaux, celui qui a le plus de notoriété, qui a le plus de réseaux, etc. Mais au final, on n'est pas arrivé à un rapport de collaboration où on s'est écouté et où on s'est entendu. Parce que s'écouter, c'est une chose, mais faut-il encore après s'entendre véritablement. Dans les deux sens du terme, d'ailleurs, soit dit en passant. Et évidemment, ça marche à toutes les échelles. Et c'est ce qui m'emmène sur la fin de cet épisode à faire réfléchir que c'est bien beau de s'outiller, de travailler, de réfléchir ces outils de communication non violente, d'analyse transactionnelle, de résolution de conflits, de médiation, de facilitation, etc. C'est formidable. Mais tout ça doit nous permettre à l'échelle collective d'arriver à faire monde commun. Il n'y a plus de monde commun dans un monde où on y va au rapport de force. C'est pas possible. Parce que dans le rapport de force, celui qui le gagnera, c'est celui qui est le plus fort. Et donc il n'y a plus de monde commun à ce moment-là. Il y a un monde où les plus forts sur un sujet imposent leur domination et où on y va constamment au rapport de force, au rapport de domination, au rapport conflictuel, etc., etc. Si on veut véritablement construire un monde, une société, un pays, une école, une entreprise, que sais-je, peu importe les échelons, une famille, un couple, en paix, eh bien, je le répète, la paix, ça s'apprend. Et comme je le dis souvent dans mes accompagnements, on va pas fermer un territoire psychique en français, on va pas sortir des jeux psychologiques, on va pas arriver à la communication non violente en 48 heures. C'est pas possible. Ça, c'est une publicité mensongère. On ne déconstruit, encore une fois, sauf si tu l'as appris dans ton enfance, mais probablement si tu l'as appris dans ton enfance, t'es pas en train d'y travailler aujourd'hui. Tout ce travail-là, si on a appris l'inverse pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on va pas le faire en 48 heures, ça serait un mensonge.
Ça s'apprend. C'est de l'écologie personnelle, c'est un travail écologique qui demande régulièrement de venir dans son petit jardin intérieur là et de désherber, d'arroser, de planter, d'arracher, de redispatcher, etc. C'est ce travail d'écologie intérieure régulier. Je n'ai pas envie de dire constant parce que ça c'est un peu le truc du développement personnel et je suis pas bien d'accord avec ça. On a le droit de s'oublier, on a le droit de s'extraire à soi-même, de s'oublier de soi-même. Donc je dirais pas que c'est un travail constant, mais c'est un travail régulier, en tout cas, qui demande régulièrement, au même titre que ton jardin extérieur. T'as pas besoin dans ton potager tout le temps. Fous la paix à ton potager, c'est aussi dans la perspective du temps long, de la germination, de la végétation, qu'il va se passer des choses dans le potager. D'ailleurs, pour ceux qui ont la main verte parmi vous, vous savez que, évidemment, tout un moment où, entre le moment où vous avez planté les graines et le moment où vous allez commencer à voir germer les premiers bourgeons et les premières feuilles, il va se passer des semaines, des fois des mois. Donc évidemment, ce temps de germination, il est important. C'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. Mais au même titre que cette métaphore du potager, du jardin, où t'as pas besoin d'être planté dans ton potager tout le temps, au contraire, si tu passes ton temps constamment à désherber, il va rien sortir de ton potager. Bah, c'est un peu pareil avec ton écologie intérieure. C'est pas nécessaire de travailler sur soi tout le temps, à chaque minute de chaque jour. Ça sert à rien de désherber toutes les heures de chaque journée, sinon au bout d'un moment, il reste plus rien. Il y a des moments où il faut laisser germer, où la soupe mijote. Il faut laisser germer, il faut laisser reposer, il faut laisser un peu le temps faire les choses, etc. Mais régulièrement, par contre, il faut venir désherber, etc. Et régulièrement, il faut venir se remettre en question, il faut retravailler, il faut réessayer, il faut se dire « Merde, j'avais posé une limite et en fait, j'ai pas été assez ferme sur ma limite et je me suis fait bouffer. Donc la prochaine fois, je vais recommencer en étant un peu plus ferme. Et peut-être que la fois d'après, je vais être vraiment beaucoup trop ferme. Et que là, pour le coup, je vais dire « Ah là, j'ai un peu... j'ai un peu exagéré, j'ai été un peu dur, donc je vais lâcher un petit peu du lest. Je vais revenir régulièrement à moi, me réasseoir dans la chaise du discernement, comme il dirait dans Sambour, et m'asseoir avec mes émotions, avec ma colère, avec ma peur, etc. La faire s'asseoir à côté de moi et dire « Ok, alors qu'est-ce que tu as à me dire ?» Régulièrement, je vais refaire ce travail de communication non violente, d'analyse transactionnelle, je vais me louper. Mais là où avant, je sautais 10 fois sur 10 en sauveur, 10 fois sur 10 en victime, 10 fois sur 10 en persécuteur, petit à petit, je ne vais y aller que 8 fois. Puis 6 fois, puis 4 fois, puis 2 fois. Et au bout d'un moment, je vais arriver dans cet état de l'adulte. Et là, je vais arriver à entretenir des rapports de collaboration avec les autres, où on va arriver à collaborer tout en respectant mes limites. C'est-à-dire que si l'autre ne veut pas être dans un rapport de collaboration, c'est son bon droit légal et psychique, je ne pourrai pas le forcer. Mais comme mon territoire psychique sera fermé, je n'en ferai donc pas une affaire personnelle, n'est-ce pas? Et donc je serai tout à fait capable de dire, eh bien écoute, si tu souhaites continuer à relationner de cette façon-là, moi ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de relationner de cette manière-là, donc ce que je te propose c'est qu'on va s'en arrêter ici. C'est quelque chose qui paraît un peu intransigeant, qui peut paraître très difficile à faire, mais assurez-vous que plus votre territoire psychique sera fermé, c'est tout le travail qu'on fait en coaching d'ailleurs, plus votre territoire psychique sera fermé, plus ça vous paraîtra facile, je sais pas, mais évident. Parce qu'en fait, vous n'en voudrez plus de toute façon, de ces relations-là. Et vous allez voir, ça va vous changer la vie, quand vous allez commencer à avoir tout un environnement autour de vous qui est capable de fonctionner avec des rapports de collaboration. Après, vous serez marqué par ces rapports de force. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Ouais, quand même, il a mis 2 jours à te répondre, tu devrais en mettre 4. » Tu vas te dire « Mais pourquoi donc ? Pourquoi tout de suite ce rapport de force, de domination? Pourquoi tout doit être conflictuel? Et il y a cette question de l'endettement, c'est-à-dire tu m'as fait payer pendant 2 jours, alors je te ferai payer le double, et on part tout de suite dans des situations d'endettement, de régulation de dette, t'as payé d'abord, je paye après, tu dois me rembourser quelque chose. Serait-ce donc pas plus simple de tout simplement dire, tu sais, quand tu mets du temps à répondre à mon message, moi je me sens un peu confuse parce que j'ai du mal à évaluer mon investissement à tes côtés. J'aurais vraiment besoin qu'on puisse mettre de la clarté sur cette situation. Est-ce que tu serais OK qu'on en parle? Et vous voilà donc rentré dans un rapport de collaboration où à partir de là, on va vraiment pouvoir se mettre à discuter convenablement, à s'entendre, à s'écouter, à s'entendre, et puis peut-être à arriver à un terrain commun. Évidemment, c'est un épisode qui résonne dans l'actualité qui est la nôtre, dans notre pays, en France, pour celles et ceux qui m'écoutent de l'étranger. Le contexte actuel que l'on traverse, il nous demande toute notre empathie, toute notre capacité d'apprendre à nous écouter, et ensuite, à nous parler, à nous écouter d'abord, et pas tout de suite être dans la réaction, clac, t'as dit ça, bam, je réponds, mais qu'on se taise 2 minutes, et qu'on se laisse parler, et qu'on s'écoute
Vraiment. L'enjeu n'est pas forcément qu'on arrive à être d'accord. Je fais référence là à des questions politiques, certes, mais ça marche aussi, bien entendu, dans vos rapports amicaux, amoureux, professionnels, familiaux, etc. On n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps. La plupart du temps, on ne sera pas d'accord. L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, c'est déjà de comprendre où sont nos désaccords. Et des fois, on ne trouvera pas d'accord parce que nos systèmes de valeurs sont trop éloignés, mais au moins, on se sera respecté et on apprendra à collaborer ensemble. De comment est-ce qu'on avance ensemble sur un socle commun. Et puis les personnes avec qui on a un socle qui est vraiment trop différent, effectivement, ce sera compliqué, mais au moins, on saura pourquoi on n'est pas d'accord. Ça sera déjà pas mal. Parce que déjà, même ça, souvent, c'est pas gagné, quoi. Et ensuite, pour conclure là-dessus, effectivement, pour faire écho au contexte qui est le nôtre, il n'y a pas de monde commun. Dans un monde où on prétend pouvoir régler les solutions par la violence, par les conflits, par... Alors je dis pas que le conflit c'est mal, hein. Le conflit ça a plein de bons côtés, ça permet d'accéder au monde de l'autre, hein. J'avais fait un épisode là-dessus, mais... Le conflit, c'est parfois nécessaire, mais je parle bien entendu d'un conflit non violent, bien entendu. Il n'y a pas de monde commun dans un monde où la loi du plus fort fonctionne. Parce qu'il n'y a pas de monde commun dans ces rapports de domination, puisque forcément les dominés, à un moment donné, finiront eux aussi par rendre la violence qu'ils reçoivent. Donc il n'y a pas de monde commun dans un monde où on se bat tout le temps. C'était ma petite conclusion et puis la réflexion du moment, même si mon engagement politique, je pense, est connu de la plupart d'entre vous, donc je pense que la conclusion, vous la connaissez, mais c'est pas le but là de faire de la politique. En tout cas, c'est de rappeler que tous ces outils de l'individuel que nous travaillons ensemble, et je pense que si tu es ici sur ce podcast, et possiblement en coaching avec moi, en formation avec moi, dans les masterclass, et bien sûr avec mes confrères et consoeurs, si tu t'intéresses à tous ces sujets de la communication non violente, de l'analyse transactionnelle, des relations, du territoire psychique, de la posture d'accompagnement, etc., c'est qu'il y a quand même, j'imagine bien, quelque chose qui t'intéresse dans cette question de la collaboration, de la paix, de quelque chose de plus fluide et de plus collectif. Et donc, tout ce travail que nous faisons ensemble à l'échelle individuelle doit nous servir aussi à entretenir des rapports collectifs qui soient différents, qui soient fructueux et qui changent la donne. Si tu veux aller plus loin sur ces sujets-là et que tu as besoin d'y travailler, tu peux me rejoindre en coaching, c'est tout à fait possible. Tu as les liens dans la description pour découvrir le coaching, réserver ton appel. Et pour les pros de l'accompagnement, c'est bien sûr des choses qu'on travaillera dans la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante. La promo 8 démarre le 10 octobre. Il y a un petit peu de temps avant le 10 octobre, mais j'anticipe parce qu'au milieu il va y avoir le mois d'août, etc. Les places sont toujours très limitées, comme d'habitude. Et il y a déjà des places qui ont été réservées. Donc je sonne le rappel avant toute chose pour les professionnels de l'accompagnement qui veulent développer leur posture et faire passer leurs accompagnements à un autre niveau. Eh bien, c'est la formation qu'il vous faut. Et notamment, vous allez vous en bouffer de l'analyse transactionnelle et vous aurez vraiment l'expérience phénoménologique. Oui, communiquer avec les autres, ça s'apprend, effectivement. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.